Bienvenue tout le monde. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Pour nous, c'est un vrai plaisir. Au nom du comité de la Matériothèque Mathilda, je vous souhaite la bienvenue. Cette deuxième conférence fait partie d'un cycle. Hier, on a parlé terre crue avec Phase Architecte, qui nous fait l'honneur de revenir aujourd'hui. Et TerraBlock, vous n'avez pas réussi à faire revenir TerraBlock, non? Donc aujourd'hui, en fait, on va s'intéresser au show chanvre avec Bastien Torel, architecte, qui s'est occupé d'une rénovation à Chandonne, une rénovation énergétique dont il va nous expliquer un petit peu les enjeux. Et puis en deuxième partie, on aura les artisans Pitet, avec Sébastien Pitet, qui va faire la présentation. Moi, j'aimerais profiter de l'occasion en fait pour vous parler un petit peu de la Matériothèque Mathilda. Il faut juste que j'ai mon pointeur. Voilà. Donc, la Matériothèque Mathilda, elle vient d'une envie ou d'une jalousie, on va dire. Il existe à Zurich un lieu qui s'appelle la Schweizer Baumusterzentrale, qui est installé au centre de Zurich, qui existe depuis 80 ans déjà, fondé par la Fédération des architectes suisses et qui présente des matériaux de construction. Ces matériaux de construction, on peut les voir sur place, les toucher, mais aussi les emprunter. Cet endroit est un lieu vivant comme aujourd'hui, c'est-à-dire on y organise des conférences, des expositions et des workshops. Certains d'entre vous qui sont revenus, parce que certains d'entre vous sont venus déjà hier, ils viendront aux 4 conférences, donc je vais essayer d'un petit peu varier ma présentation. La Matériothèque Mathilda, en fait, effectivement, n'est pas encore en activité. Il faut déjà qu'on lui trouve en fait une identité et puis qu'on s'insère dans un réseau qui existe déjà, qui s'appelle la Material Archive, avec une dizaine de membres qui, on le voit ici, et en fait, ont tous une identité différente. Donc, à nous de trouver la nôtre. La Matériothèque Mathilda, en fait, elle doit effectivement se développer, se créer. Donc, on est déjà une petite équipe. On va un petit peu s'étendre à partir de début de l'année prochaine. Mais donc, on a Fred Hatt, qui représente la SI Vaud, Lucie Mérigeau, ingénieure civile, qui représente l'Office roman de Lignum, Annie Adman, journaliste, Fédération vaudoise des entrepreneurs, Thomas Jusselm, professeur à Fribourg, qui est un petit peu notre garant au niveau énergie grise. Élise Béraudier, qui est notre spécialiste puisqu'elle est ingénieure en sciences des matériaux. On profite aussi d'un conseil scientifique qui est Marc Collomb, Pierre Zurbrugg et Léné Heller. Cette matériothèque, il faut qu'on la développe en fait en différents pôles parce que c'est pas simplement des matériaux, mais c'est aussi en fait une muséographie, le répertoire, bibliothèque, un aspect communication, un aspect expertise, puisque en fait, vous aurez à disposition des gens qui connaîtront ces matériaux et qui pourront vous aider en fait, dans vos recherches, et un aspect événementiel. Donc tout ça doit se développer. Alors effectivement, la question d'hier, c'est mais est-ce que vous avez des locaux? On ne les a pas encore vraiment cherchés. En fait, ça, c'est les locaux de Zurich. Donc ils sont installés sur 3 étages. On voit qu'ils présentent à la fois des mock-ups et des petits éléments de construction, et tout ça, c'est encore à développer, disons, ici en Suisse romande. Pour introduire le sujet, en fait, effectivement, le chanvre, ça fait partie des matériaux biosourcés. Il fait partie avec le bois, la paille, la cellulose, le liège, le lin et la laine de mouton, de ces matériaux, en fait, qu'on ne connaît pas si bien et qui sont en train de gentiment tentent de faire leur place, et à mon avis, ils y arriveront. Enfin, c'est un marché qui va se développer. Une petite citation de Stéphanie Sonnette. Elle est où dans la salle, la Stéphanie? Elle est là. Non, voilà. Donc, les matériaux biosourcés en fait permettent en fait
d'avoir un meilleur bilan au niveau de l'énergie grise, un meilleur bilan carbone. Et puis ces matériaux sont souvent locaux, ils sont peu transformés et ils sont capables de stocker du CO2. Donc ils ont vraiment, et ça devient les bons élèves de demain. Le chanvre, juste un tout petit mot en fait. Le chanvre, en fait, la culture du chanvre, elle était étendue en Europe jusqu'à ce qu'elle soit interdite. Et en fait, en Suisse, vous connaissez la raison, en Suisse, elle se redéveloppe. Elle se redéveloppe un peu partout aussi, mais elle a toujours été d'actualité en Bretagne avec la culture du lin. Et puis l'avantage en fait du chanvre, hein, c'est qu'effectivement il se développe très vite. Donc une culture annuelle, il a besoin de peu d'intrants et puis il stocke le CO2. Voilà pour ma présentation. Je vais céder la parole en fait à Bastien. Simplement juste vous dire encore par rapport à l'exposition qui est là, qui est toute délicate avec ses maquettes et donc vous aurez, j'imagine, les doigts un petit peu sales. Donc faites attention à ce que vous touchez. Alors, surtout, ne touchez pas. Il y a des liquides hydroalcooliques si jamais pour se nettoyer les mains. Et puis, ne pas vous appuyer contre les panneaux. Voilà, il faut un petit peu faire attention au cadre. Je cède la parole à Bastien. Bonjour. Alors moi je vais vous présenter un projet de rénovation, réhabilitation, transformation. Peut-être qu'on pourra débattre après des termes. Il s'agit surtout d'une longue réflexion sur l'assainissement des aspects constructifs d'un bâtiment ancien. Et puis une réflexion aussi qui tourne autour de rendre le bâtiment plus indépendant énergétiquement parlant, c'est-à-dire améliorer l'isolation, améliorer le confort et améliorer l'aspect autonome du bâtiment. Alors où on se trouve, c'est en Valais. Ici sur cette carte, on est ici entre Orsières et Bourg-Saint-Pierre. Donc sur cette carte de l'expansion de l'architecture rurale en pierre au début du XXe, empruntée à des ethnologues. Donc ça pour montrer que tous les gens qui sont posé la question de l'architecture dans les Alpes ont fait émerger le fait que l'architecture en pierre provient surtout de l'Italie, a franchi les Alpes par les vallées liées à l'Italie, et puis est plus présente dans les vallées connectées comme celle du Grand Saint-Bernard ici. Et puis ensuite descend par gravité jusque dans le Bas-Valais. Donc là, on parle d'architecture rurale, donc pas de bâtiments institutionnels, mais bien de bâtiments vernaculaires, d'habitations, de granges écuries, etc., qui sont construits en maçonnerie dans ces vallées-là. Alors, ici, on se trouve sur la vallée droite sur le versant droite de la vallée, donc sur l'Adret, orienté sud, sur une pente. Le type de bâtiment qu'on va trouver là, ce sont là, c'est le cas assez typique d'une grange écurie habitation. Donc subdivisé en 3 étages, un soubassement qui va permettre d'abriter les animaux. Un étage, l'étage noble, on va dire, connecté à l'arrière au rez-de-chaussée, va être l'étage d'habitation. Et puis dans la grange qui se trouve dans les combles, au premier étage et dans les combles, avec le pont de grange assez classique, qui va parfois permettre d'établir 1 ou 2 chambres non chauffées, et puis surtout d'être le volume de stockage pour le fourrage pour l'hiver. Ici, on a une vue de la façade sud, avec l'étage des 3 petites chambres en haut, dans les combles. Une coupe où on voit l'étage de l'étable, cave, étable, écurie. Étable, écurie, c'est un peu synonyme dans ce contexte-là. L'étage d'habitation au milieu, et puis le grand volume de la grange en haut, avec des chambres parfois aménagées vraiment comme des boîtes dans
dans le volume de la grange. En rouge, le projet, qu'on voit peut-être mieux sur les plans. Donc le projet initial, c'est d'abord isoler le bâtiment, donc isolation périphérique ou peut-être correction thermique, parce qu'il ne s'agit pas d'épaisseur. Les murs du bâtiment en maçonnerie traditionnelle sont d'épaisseur considérable, donc on ne peut pas se permettre d'y rajouter 20 cm. C'est plutôt une dizaine de centimètres en moyenne. 7 ou 8 sur les façades sud et puis plutôt entre 12 et 15 sur les façades nord. Au rez-de-chaussée à gauche, les pièces traditionnelles au sud, les pièces communes, chambres communes qui étaient souvent la seule pièce chauffée. Et puis en rouge, la création d'une salle de bain avec des murs chauffants, je vous expliquerai plus tard. Et puis une deuxième partie de projet à l'étage, avec le réaménagement de chambres et puis à terme éventuellement d'un deuxième logement avec une seconde cuisine. Ça c'est l'état du bâtiment à la fin des années 90, début des années 2000. Donc une façade recrépie au ciment dans le courant du XXe siècle. Donc ces enjeux de projet qui sont notamment l'assainissement d'éléments bâtis. Pour moi, c'était assez évident, assez rapidement, que ces crépis ciments sur des vieilles maçonneries traditionnelles, ils faisaient plutôt des dégâts. Et donc, le premier objectif, c'est de supprimer le ciment. On a également des embrasures, des anciennes embrasures en maçonnerie, enfin en pierre de taille, pardon, et puis la plupart des embrasures en bois, qui sont assez anciennes. Des embrasures aussi, enfin on trouve aussi parmi les matériaux du plâtre à l'extérieur, ça, c'est les Pitets qui l'ont remarqué, ici dans le cadre des pieds droits de l'embrasure d'une fenêtre. Donc première étape, décrépir, piquer le crépi, qui par chance ici part en plaques assez facilement, puisque derrière on a de la chaux. Une fois qu'on a piqué entièrement la façade et puis qu'on est retourné aux pierres avec les joints entre pierres qui étaient donc maçonnées à la chaux, on peut attaquer, encore un détail d'embrasure. Donc, quand on veut isoler, il s'agit d'épaissir les embrasures, donc les faire sortir. Donc là, changer les embrasures et les poser sortantes pour accueillir la nouvelle épaisseur. Embrasure en mélèze et puis tablette en pierre de la région qui vient de la vallée d'Ost. Donc, vous l'aurez compris, le matériau principal, c'est le chanvre, ici, sous forme de chêne-vote, lié avec la chaux et le plâtre. Donc ça, les Pitets vous expliqueront plus en détail après. Là, peut-être ce qu'il faut dire, c'est que c'est posé de manière projetée, donc sans coffrage, mais directement projeté contre le mur. On creuse un petit peu les pieds de façade, on pose des drains, on pose des blocs de pierre pour pouvoir asseoir le mur correctement et puis que sa charge soit reprise aussi jusqu'en bas. Voilà une façade entièrement isolée avec le chaux chanvre. La deuxième étape, c'est le crépissage, avec ici un crépi à base de chaux, de plâtre et de sable de la région. Là, on a l'aspect terminé avec les détails d'embrasures, de portes, de fenêtres. C'est des matériaux qui permettent aussi de traiter des formes, on va dire, inhabituelles ou des arrondis, des angles, de suivre la façade aussi, évidemment, c'est l'intérêt sur une rénovation de ce type, parce qu'on a des murs qui sont pas d'aplomb, qui ont du fruit, qui ont parfois des gros bombés, et avec ces techniques, on peut suivre les murs et puis corriger ce qu'on a envie de corriger. Une fois qu'on a isolé les façades, qu'on a isolé l'enveloppe, amélioré l'isolation de l'enveloppe, on peut revoir le système de chauffage. Alors ici, c'est une petite parenthèse parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais on en profite pour mettre du solaire thermique. Donc le solaire thermique, à l'opposé du photovoltaïque, il est assez low-tech puisque c'est des tuyaux
dans lesquels passe de l'eau qui vont être chauffées par le soleil, derrière des vitrages. Alors, ici un petit schéma pour vous montrer, celles et ceux qui ne connaissent pas. On a un panneau solaire sur le toit avec un liquide caloporteur, donc c'est de l'eau avec un peu d'antigel qui circule jusque vers un stock qui se trouve à la cave, qui va stocker la chaleur du soleil. Un poêle à bois en appoint, donc qui fonctionne comme une chaudière, mais c'est un poêle de salon. On brûle des bûches en hiver pour faire l'appoint sur le soleil. Avec ce système, on a ici la production annuelle. On peut être indépendant sur 3/4 de l'année, sur 2/3 à 3/4 de l'année, rien qu'avec la chaleur du soleil. Et on va faire un peu de feu en hiver pour compléter. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est un stockage combiné qui permet de stocker de l'eau pour le chauffage, donc qui va aller dans les radiateurs, et qui contient le boiler pour l'eau chaude sanitaire. Une fois qu'on a installé du solaire thermique, on a intérêt à travailler à basse température, parce qu'on a souvent de l'eau tiède, mais plus rarement de l'eau chaude, surtout en entre-saison et en hiver. Donc on peut faire des murs chauffants. Donc là, toujours dans cette première phase de projet, des tests d'isolation intérieure avec le chanvre, dans le but d'en faire des murs chauffants. Donc, idem qu'à l'extérieur, on décrépit le mur, on va jusqu'aux pierres et aux joints. Ici, technique différente, on coffre. Là, on l'a fait même de manière un peu artisanale, comme au début des chantiers d'Épithèse, c'est-à-dire qu'on a fait le mélange à la main, et puis on verse des seaux derrière les coffrages et on les tasse. Technique assez proche du pisé, celles et ceux qui connaissent le pisé, où on va verser de la terre dans des coffrages et puis la compacter avec des pissoirs. Ça, c'est l'aspect final quand on décoffre, donc un aspect assez proche du pisé, mais c'est toujours la même chose que sur les façades, c'est-à-dire la chènevotte, le chanvre, avec un liant à base de chaux et de plâtre. Ensuite, on peut poser des tubes sur ces murs. Ici, c'est des conduites en cuivre. Et puis, faire un enduit. Alors, de nouveau, pour celles et ceux qui étaient là hier, on a parlé de blocs de terre comprimés, mais avec la terre, il y a des dizaines et des dizaines de techniques en fait, de construction en terre. Et une des plus faciles, c'est les enduits de terre. Donc on peut prendre la terre du lieu, en général, la tamiser, et puis en faire des enduits de terre, visibles ou pas visibles, des enduits de corps ou des enduits de finition. Là, ça a permis de faire un enduit de corps, donc dans l'épaisseur des tuyaux. Et puis à la fin, pour avoir un rendu plus clair, parce qu'en Suisse, on a souvent des terres un petit peu foncées, on peut rajouter un enduit de finition avec une terre blanche, un sable blanc, mais qui reste des enduits 100% à l'argile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ciment, pas de chaux, pas de plâtre. Et ça veut dire aussi qu'on peut recommencer, si on fait un trou dans le mur, on peut casser et recommencer à l'infini, parce que c'est l'argile et l'eau qui est contenue dedans qui fait la colle. Un autre petit chantier intérieur, un autre test, c'est une salle de bain avec aussi du chanvre coffré à la main, des conduites pour un mur chauffant, une douche et des toilettes sèches ici qui font partie du concept général du projet qui est de rendre le bâtiment plus autonome, c'est-à-dire aussi au niveau des sanitaires. Donc une toilette sèche à compostage, ça permet de ne plus évacuer ce qu'on trouve dans les toilettes dans les eaux. Là, c'est par le biais d'un composteur qui se trouve à la cave, donc en réutilisant le soubassement pour disposer le composteur sous les WC. Et puis ensuite, on peut traiter simplement les eaux grises, qui sont plus que des eaux savonneuses et grasses, pour les réinfiltrer dans le sol, par exemple, ou les utiliser pour l'irrigation. Et puis on peut ainsi couper le cordon ombilical des eaux usées et puis éviter de les envoyer dans une steppe. Maintenant, la deuxième phase de projet, de chantier qui a eu lieu dès 2020, c'était donc dans la partie grange, donc la démolition des anciennes chambres vétustes et puis le renforcement du plancher en moisant les solives pour récupérer les niveaux et renforcer la dalle. Et puis la projection de chanvre ici plutôt pour un intérêt phonique entre étages plutôt que thermique. Donc le plancher de l'étage terminé avec le chanvre qui affleure les solives. Et puis la pose d'ossature bois, d'une cloison porteuse sur la gauche qui va travailler comme sommier inversé
pour renforcer ces planchers. Et puis des ossatures sur les murs périphériques pour coffrer le chanvre, cette fois qui sera à nouveau coffré, mais qui va rester invisible derrière des finitions, des parements en bois, pour garder un petit peu l'aspect traditionnel des chambres qui étaient avant en beudron. On appelle ça, c'est des planches et des couvre-joints bouffetés qui sont enfilés dans une lisse basse, une lisse haute avec une rainure, et derrière laquelle on mettait à l'époque des copeaux de bois et de la sciure pour isoler entre les parements en bois et les murs en maçonnerie. Donc là, on va décoffrer le chaud-chanvre pour le faire sécher, et puis ensuite remettre des parements en bois. Donc ça, c'est du 3 plis épicéa sur les parois et au plafond, et mélèze sur le plancher et pour les embrasures. En parallèle, on coffre aussi les autres murs intérieurs de l'étage, de l'ancienne grange, qu'on va ensuite décoffrer et qui recevront plus ou moins le même traitement que sur les chantiers expérimentaux tout à l'heure, avec des enduits de terre probablement et des murs chauffants. Voilà une dizaine d'années après l'aspect des façades. Et les détails toujours des embrasures sur une façade assez mouvementée. J'aimerais remercier Florent Pris, qui est un architecte qui a fait son travail de master en 2013 et qui a fait un énoncé théorique sur le Val d'Entremont en général, la commune de Lydde en particulier, le village de Lydde, et qui s'est beaucoup intéressé à la question d'architecture de cette vallée et de ces villages en particulier, et au système constructif à travers l'histoire, et puis ce qu'on en a gardé, comment ça a évolué. Et puis pour aller plus loin dans ces réflexions sur l'architecture vernaculaire, sur le bâti rural en Valais, l'architecture alpine, ce document est assez intéressant. C'est des textes et des travaux d'étudiantes et étudiants faits à l'EPFL également, qui présentent les types les plus classiques que sont le racard, le grenier, la grange-écurie, avec leurs déclinaisons dans toutes sortes de mixtes qu'on va trouver dans une vallée ou l'autre, puisqu'on va avoir des mélanges entre ces types qui vont se faire selon les particularités locales, ce qui est tout l'intérêt de cette architecture vernaculaire. Et puis, même pour aller plus loin, des questionnements sur le rôle de l'architecte dans un monde qui est à 99% bâti sans architecte, puisque l'architecture vernaculaire, le bâti rural, c'est des constructions qui étaient faites par tradition, sans planification. Et puis, il y a des textes assez intéressants qui posent la question de comment ça peut évoluer. Et puis, en lien avec la crise du monde alpin, qui est passé d'une agriculture de subsistance, un agro-pastoralisme, à une économie touristique, et puis qui est en constante mutation et qui cherche encore un avenir. Voilà. Super. Bonjour, c'est Sébastien Pittet. Merci d'être venus aussi nombreux. Je suis très content. Félicitations aussi. Nous, on est très contents qu'il y ait de plus en plus de monde, qu'on touche plus seulement quelques babacools d'il y a 30 ans. Et ça mérite, c'est vraiment quelque chose de super. Alors, il y a déjà beaucoup qui a été dit. Après, on va parler, nous, le côté d'entreprise, un peu plus de mise en œuvre. J'ai envie de dire qu'il y a les interventions, il y a presque 10 ans entre deux, là, les deux étapes. Donc, le périphérique, c'était en 2012. Et puis, on vient de faire le haut, l'intérieur.
Donc ouais, la composition, ben ça a déjà été dit, c'est le Schoenvott et le liant. La chaux du plâtre. Après, on a développé un autre liant géopolymère qui est aussi à base d'argile et de silicate, qui colle beaucoup mieux, mais qui n'est encore pas assez au point. C'est plus une colle pour des supports différents, difficiles, on va dire. Mais la base, la majorité, c'est le plâtre très chaud. Après, bon, le côté Schoenvott, bon, j'en parlerai après, les avantages. Je veux d'abord partir sur l'aspect. Il y a deux façons, il y a les trois façons de faire, mais le pisé, on l'a vu avant, et nous, on le fait presque plus. Donc maintenant, on a le couper gratté, si on veut. Ça, c'est quand on a des petites épaisseurs. On doit le projeter en direct, mais il y a quelques rejets. Puis on a les surfaces, on doit raplanir les surfaces. Enfin bon, c'est quelque chose de plus... Bon, là, je parle dans le technique, mais c'est mon rôle. Et puis le coffret, alors on voit ses jointures. Voilà ce que ça donne après le chantier isolation, avant les crépis. Après, voilà, nous, pourquoi le béton de chanvre? Alors, moi, j'ai la chance de continuer le boulot de mon père, qui est là présent, un des deux pionniers en Suisse pour le chanvre, et bon, les biosourcés aussi. On peut toucher tous les biosourcés, mais on s'est focalisé surtout sur le chanvre, qui, selon nous, ça a beaucoup d'avantages. Je ne pourrais pas en parler de tous, mais voilà, après nos critères, les premiers en importance de l'époque déjà, il y a le confort de l'habitant, ça c'est la première des choses. Le confort du bâtiment, là on parle surtout de la rénovation, mais même dans une construction neuve, ça a tous des avantages. La fabrication, comme on a dit, une plante qui pousse vite, et plein d'avantages. La fin de vie aussi, c'est pas quelque chose qu'on devra traiter, avoir des décharges spéciales, c'est très simple. Et puis la résistance, c'est un peu ce qu'on... moi, je pense par le côté qu'on peut le travailler. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui peut devenir... c'est pas sensible, c'est assez brut, on peut le stocker dehors, il n'a pas besoin d'être hyper protégé, c'est assez... ça reste simple, et ça c'est quelque chose d'important aussi dans les biosourcés. Pas tous les produits sont aussi, on va dire, résistants. C'est pour ça que je mets cette résistance. Il y a besoin de peu de soins, quoi, peu de précautions. Là, juste pour que vous ayez un peu une impression du projeté. Alors c'est pas insufflé, c'est projeté. Là, je ne sais pas si on peut démarrer la petite... Voilà. Donc on a dû développer la machine parce qu'il existe des choses en France, mais ce n'est pas très homogène, parce que c'est assez compliqué de faire passer des fibres et du liant. Donc là, c'est un sol sur du mise à port et fait au laser pour la planéité. Parfait. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc les machines, ouais, on a fait pendant jusqu'en 2010 à peu près à la main en pisé, comme on disait, on a vu un mur qui était fait comme ça. Et depuis 2010, on a mécanisé. Alors il y a aussi il y a eu un énorme changement, peut-être ça se voit pas, mais entre la première intervention et la deuxième, au niveau des machines, des rendements, et c'est encore, ça bouge encore pas mal. Mais maintenant, on a quelque chose on tourne toujours avec notre machine prototype, mais ça devient super, ça devient vraiment quelque chose de vraiment faisable, très standard, ou je sais pas comment je peux dire. Enfin, voilà. D'accord. D'ailleurs, on verra pas trop la machine, faut pas trop dévoiler les choses,
Mais voilà. Là, donc pour la mise en œuvre, justement, et en projection directe, quand on est des petites épaisseurs, c'était donc le périphérique, on est en direct avec l'avantage, c'est simple, on remplit tous les trous. Ensuite, désavantage, on voit une petite rugosité et il y a quelques rejets par terre. Et maintenant, par rapport au rendement et tout ça, donc dès qu'on passe les 10 cm, on fait des coffrages, des petits coffrages. En fait, ils ne résistent pas, il n'y a pas de poussée dessus, hein, ça doit juste contenir la matière. Et c'est donc 1 cm, 30 cm de haut. C'est très léger. Et à la demi-journée, on décoffre et on replace les coffrages à la suite. Ça, c'est très intéressant dans la mise en place. Là aussi, on voit aussi sous les toitures, on doit inventer, on doit décaler les coffrages. Il reste le dernier coin où on doit aller en direct, mais voilà, il n'y a pas de rejet, les surfaces sont déjà planes. L'alimentation, donc là on voit ça c'est comme ça qu'on reçoit la chaîne vote, hein, en ballot de 20 kg. Là on a notre sac de big bag de Lyon. Puis ben voilà, on amène ça. Ça c'était des petits chantiers en montagne. C'est tout étroit et ça marche très bien quand même. Pas sans difficulté, mais ça marche très bien. Peut-être encore parler, parce que là on a déjà la prochaine machine où on double encore le débit. On a déjà fait des chantiers avec cette nouvelle machine. Et on travaille sur l'alimentation encore plus en grande quantité, encore plus automatique. Là on casse encore chaque sac dedans. Ensuite ça sera par sac de 2 mètres cubes. On est en train de préparer ça. Donc ça sera encore plus intéressant. On avance encore. Après, un peu les choses qu'il faut préparer avant le chantier, il y a toujours l'électricité. Voilà, on met les tubes avant, on met les boîtes. Il y a les embrasures. Alors là, alors ça dépend. Quand c'est une finition bois, là, c'est quand c'est un crépi. Et on met un coffrage perdu là en fibre ciment, quoi. Les couvertes aussi. Et là on voit la préparation, le coffrage là, qui est encore pas fixé mais qui est présenté. Après je peux dire c'est les chauffages. Alors que ce soit au sol. Donc là dessous il y a toute une chape en chanvre. Ou sur les murs, voilà, le système de murs chauffants. Donc ça fonctionne bien. Et il y a pas mal d'expérience maintenant. Après, il y a le côté rénovation, mais il y a ce qui est très intéressant aussi avec le chanvre, c'est l'isolation répartie. Donc, dans une ossature quelconque, on peut englober cette ossature et on n'a que le chanvre après entre deux crépis, si on veut. Ça donne, ça, j'ai pas parlé des caractéristiques, mais on a 280 kg le mètre cube. Il y a ce côté minéral végétal, il y a la capillarité qui permet de réguler l'humidité. C'est ça qui fait aussi le confort quand on est dedans. Il n'y a pas de pare-vapeur. Et ça aussi, je pense, ça contribue au confort. Ah oui, le lambda, on a un 0,045. Donc on est presque comme les isolations en bois, en fibre de bois. On a toujours, alors nous, notre but, on développe l'isolant pour être le plus léger possible, le plus isolant.
Donc là, on est à 280 kg le mètre cube, mais on doit toujours rester un peu le minimum de résistance au 0,2 newton par millimètre carré. C'est la même chose en France, même chose en Suisse, on essaye de garder ça. Pour dire, nous, on arrive avec cette projection, cette machine, à être homogène, régulier, avec un mélange que les Français font surtout avec leur machine en toiture. Donc on est plus léger en mur qu'eux ils font en toiture, parce qu'en toiture c'est souvent coffré, c'est juste c'est mis en vrac presque. Donc là ça tient bien. Donc là on est très fiers de ça, il faut le dire. Et c'est toujours ce jeu de garder cette résistance et puis pour doser le liant et puis avoir un maximum de vide, quoi. Parce qu'il y a toutes ces porosités. Et ça, c'est pour ça que le chanvre à la base est excellent, c'est qu'il est très poreux. Il y a plein de microtubes dedans. Il peut emmagasiner beaucoup d'eau. Ensuite, on est avec des liants comme la plâtre ou le chaux qui sont aussi poreux. Et puis ensuite, on met un minimum d'éliant pour que les grains, ils doivent juste se coller les uns aux autres. Donc il y a encore du vide autour de ces grains. Voilà. C'est nous. Je peux... Voilà. Je sais pas. Il y a sûrement beaucoup de questions encore. Je peux encore parler longtemps de tout ça, mais voilà. On va effectivement enchaîner par des questions. L'idée, c'est que ce soit vraiment maintenant un dialogue entre vous et les artisans et l'architecte, que j'invite peut-être à venir devant. Enfin, venez vous asseoir, qu'on vous voit. Donc, on va avoir 20 minutes de questions, et puis ensuite, on laisse encore 10 minutes pour des questions un peu informelles entre vous et eux, avant que vous deviez partir en fait au bureau. Est-ce qu'il y a une première question? Oui. Là, vous avez montré une solution très intéressante pour effectuer une isolation biosourcée, mais sur des bâtiments relativement bas. Merci. Mais pour les citadins qui ont des bâtiments hauts, est-ce qu'on arriverait à appliquer la même technique? Donc jusqu'à quelle hauteur on pourrait appliquer votre technique? Alors en construction neuve, il n'y aurait pas de limite, sauf qu'on devrait choisir peut-être une ossature métallique à ce moment-là. On pourrait faire un gratte-ciel en ossature métallique et remplir en isolation répartie, comme j'ai montré à la fin justement. En France, ils commencent à faire des immeubles comme ça. Alors bien sûr, dans les petites habitations, c'est logique que ce soit plutôt ossature bois. Mais après, on peut tout à fait imaginer une ossature béton métallique pour faire des bâtiments plus hauts, quoi. Il n'y aurait pas besoin d'un armement interne complémentaire en grande hauteur? Alors, au contraire, les Français, maintenant, ils montrent ça, c'est que ça allège le bâtiment et ça va plutôt diminuer la structure. Merci. Ah oui, excusez-moi, je vais poser. Par rapport au coût, par rapport à ce qui se fait traditionnellement, ce qui se fait sans cette technique, c'est comparable, plus cher, moins cher, c'est comment? Alors, on est plus cher que des solutions en polystyrène ou ce genre-là. Maintenant, on est très ressemblant aux autres solutions, on va dire, de laine. Il faut compter l'ensemble des opérations. Après, on est ressemblant. Des fois, on est plus cher, des fois, on est moins cher. Ça dépend aussi du bâtiment. Mais on est à peu près, on a réussi à être à peu près dans les prix, quoi. Aussi quand c'est donc des systèmes de laine où il faut justement faire des fixations ou des systèmes de panneaux en fibre de bois ou de béton cellulaire. Après, il y a aussi le coût des par vapeur, des ventilations, des choses comme ça qu'on peut économiser. Voilà. Non. Même pas le double, c'est même pas 1,2. Enfin, ça dépend après des devis qu'il y a sur le chantier, mais
on est des fois moins cher que d'autres devis, des fois plus cher. Bon, il faut comparer, c'est comme je dis, un peu qualité égale. Le polystyrène, non, on n'arrive pas encore à régater. Je ne sais même pas si on arrivera une fois à régater. Mais maintenant, on a quelque chose qui vaut la peine, quoi. Ouais, ça commence à valoir la peine, ça vaut la peine carrément. Puis en plus, ça brûle pas. Je pense au polystyrène, parce que je viens de voir une maison qui a brûlé avec le polystyrène. C'est assez intéressant. Le bois a tenu, mais pas le polystyrène. Pas grave. Polystyrène. Brûlé. Moi, j'aimerais savoir, vous êtes les seuls à pouvoir poser ça, ou est-ce que vous envisagez de former d'autres entreprises qui pourraient utiliser le procédé? Oui, c'est notre but maintenant de développer ça. Maintenant, les entreprises ne sont pas encore... où il y en a qui font, mais ils ont pris des machines françaises. Alors, c'est peut-être nous qui ne sommes pas encore prêts à louer ou vendre la machine. Peut-être que c'est un peu de notre faute, mais c'est notre but quand même, quoi, de développer ça, de former, de conseiller ensuite. Après, il y a tout ce côté certification, normes et tout ça. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dedans. En gros, on doit devenir un produit, donc producteur. Ça demande encore pas mal de boulot. On arrive à être homogène. Après, il y aura des tests encore feu. Même si on sait que ça ne brûle pas, il faut qu'on devienne un produit. Bon, malgré tout, il n'y a pas de frein. En Suisse, on a un peu la chance, il n'y a pas de frein. Mais c'est quand même un frein, on le sait très bien, même si légalement c'est autorisé, mais c'est quand même un frein quand même. Et ça, on fait pas mal de temps, on y travaille encore. Puis justement, quand on aura ça c'est des prochaines étapes qu'il faut encore faire. Ça pourra plus facilement s'ouvrir à d'autres entreprises que la majorité ne veulent pas s'inquiéter, ils veulent juste prendre la matière, allumer le bouton, puis voilà, mettre en place. Moi, j'avais une question sur la garantie, mais vous avez à moitié répondu. Vous êtes en train de faire des certifications qui vous permettent... Pour le moment, c'est vous qui assurez la garantie, les garanties. Oui, et puis de toute façon, je crois que ceux qui mettent en place, il assume toujours sa garantie. Hein, je crois que c'est... Enfin, pas tous, malheureusement, mais ça devrait être le cas, quoi. Et pour rebondir sur la question précédente, actuellement, vous envisagez reproduire... Vous avez déjà des concurrents ? On a l'ancien très vieux concurrent qui n'est pas parti dans la mécanisation, qui fait de très beaux pisés. On a, il y a 2-3, alors il y a plus des chantiers, plus d'autoconstruction. Et après, je sais qu'il y en a qui se font un peu. Il y a des fois des Français qui viennent avec les machines françaises. Il y a aussi, j'ai vu qu'il y a une entreprise qui fait, mais aussi avec une machine française, enfin qui ont acheté en français. J'ai peur un peu pour ça que ça desserve le chanvre, parce que vraiment il n'y a pas l'homogénéité. Pour moi, il n'y a pas la qualité sur mur avec ça. Le liant, les grains de chènevotte ne sont pas bien liés. Voilà. C'est plus... Ouais. C'est pour ça qu'on a développé la machine, et qu'on a les résultats de lambda aussi bas par rapport aux Français, c'est que justement on est beaucoup plus léger, on a beaucoup mieux réparti le liant autour. C'est-à-dire qu'en général, les machines françaises, elles jettent le chanvre et après elles jettent le mortier liquide autour. Donc des fois oui, des fois non, c'est plus lourd, c'est pour ça qu'on arrive à une meilleure cohésion résultat qu'en général. Oui, puis pour le moment, on n'a pas vraiment c'est pas un produit. Par contre, on a un peu une marque. Nos résultats, c'est avec notre mélange. Donc, avec ce qu'on fait, on sait ce qu'on a, quoi. C'est par rapport aux normes, la régularité. Enfin, maintenant, on a bien d'expérience, quoi. On a eu justement pour le géopolymère un crédit, une innovation. On a fait une étude de 3 ans. Voilà, on a pas mal, on bosse encore, on a pas mal bossé, puis on bosse encore bien là-dessus, quoi.
J'avais une question sur les sols. Vous nous avez montré des isolants chanvre qui sont projetés. Par-dessus, qu'est-ce que vous recommandez? Une chape argile ou qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire comme chape? Alors maintenant, le plus standard, hein, c'est une chape liquide, hein, ce qui se fait le plus souvent, quoi. Après, mais à base de quoi la chape alors maintenant c'est les produits plâtre ou ciment liquide. C'est ce qui se fait le plus passer encore, c'est le meilleur marché quand même, hein. Nous, on a fait beaucoup avec du plâtre plancher aussi coulé. Maintenant, le produit de base est plus cher parce que c'est du vrai plâtre de carrière. Bon, et puis il vient de France. C'est pas d'ici. Ils n'en font pas du naturel en Suisse. On en a fait beaucoup quand même comme ça. Après, ça peut être des chapes traditionnelles, hein, en sable. Ouais, le bois. Mais la chape argile. L'argile, c'est fragile. Il faut plutôt que ça soit quand même un béton. C'est pas si simple. Ça se fait. Certains le font plus en autoconstruction. Professionnellement, ça ne durera pas assez, ou alors on n'est pas prêt à accepter ces critères de refaire comme ça. Même si on a fait 2-3 essais, nous, parce qu'en parallèle, on travaille beaucoup la terre aussi. Et on fait des bétons de terre. Alors, quand même avec du liant, hein, mais parti sur le projeté. Et on a des bonnes densités, et ça fonctionne quand même bien. Ça, c'est une possibilité, quoi. Mais il faut quand même de grosses épaisseurs. C'est pas juste 3 cm. Dans les revêtements de sol, là, on est encore aux essais, mais on a fait aussi mélanger la terre et du plâtre. Et ça fonctionne magnifiquement bien pour l'épaisseur. Simplement, c'est pas encore industrialisé. Il faut des gens comme nous pour le faire. C'est pas encore des sacs qu'on vend comme ça, quoi. Mais possible, c'est. Il faut juste regarder chaque possibilité, ouais, chaque envie. Sur les modes constructifs, c'est aussi des techniques qui peuvent être mises en œuvre en autoconstruction. C'est-à-dire que peut-être plus sur les mises en œuvre intérieures, ça peut être où il y a moins d'enjeux que sur une façade. On peut imaginer, ouais, ou même le béton de chanvre, le chaux chanvre. Je vais rebondir sur ce que dit que j'ai pas parlé, mais justement, ça reste un produit, le chanvre, un produit sans technologie, si on veut. On met de la technologie dans les machines, mais le produit de base, il est sans technologie. Ça se faisait comme ça avant, ça se fait encore maintenant. Ça peut se faire à la main. Voilà, ça, c'est un des critères du choix qu'on a fait à la base, quoi. Voilà, c'est pour dire ça. Et donc, en autoconstruction, c'est possible. Bon, la machine, il faut savoir l'utiliser, mais à la main, ça fonctionne très bien, quoi. C'est un super produit. Si on a une maison à rénover, en général, on va chercher un architecte, j'imagine. Et puis, si on aimerait rénover avec des techniques un peu écologiques, il faudrait trouver un architecte qui soit d'accord de faire des techniques comme ça. Alors ma question c'est, est-ce que vous êtes le seul architecte qui fait ça, qui accompagne ça? Comment ça se fait? Comment est-ce que la personne lambda qui veut rénover trouve... parce que bon, moi si je n'étais pas venue ici, je dois rénover une maison, je ne vous connaîtrais pas, mais comment ça se passe pour trouver cette bonne association qui a l'air d'exister entre vous deux, quoi, ou... Non, alors je crois que je ne suis pas le seul. Il y a plein d'architectes qui font ou qui ont des projets ou qui ont des cas de construction en chambre. Je ne suis pas le seul. Pour vous répondre, madame,
je pense que l'ensemble de la salle, la majorité est architecte, et on se demande plutôt comment trouver des clients et des clientes qui veulent rénover avec ce genre de matériaux. Ouais, ça, Donc, mais maintenant, si jamais j'en profite, la SIAVO est en train de mettre en place un site internet qui s'appelle piloti.ch qui peut vous faciliter la mise en contact avec des architectes. Piloti.ch. Voilà. Non, je voulais dire que aussi, c'est vrai qu'il y a 20 ans, on travaillait surtout directement avec les clients. Et puis maintenant, ça a beaucoup changé. On travaille avec des architectes, quoi. Donc ça a beaucoup changé, quoi. Petit à petit, dit mon père. Ouais, non, mais, ouais. J'avais juste une question sur la fourniture. On a vu les sacs là sur le chantier. C'est produit où aujourd'hui? Vous fournissez où? En France. En France. En Suisse, on a une production qui est en train d'émerger? Alors, il y a beaucoup avec le CBD, ouais. Mais c'est pas les mêmes tiges. Hein. En France, ils produisent pour la tige, surtout. Et ensuite, on n'a pas encore ça. Alors, c'est possible de faire. Hein. C'est aussi un des choix, justement, de ça. Mais il ne faut pas créer une chanvrière maintenant avant qu'il y ait le marché. Mieux vaut créer le marché. La France, ça reste tout près. Ce n'est pas un gros souci. Il y a eu ça avait été calculé, même avec le transport, ça reste bon quand même. Hein. Mais ça peut être encore mieux, hein, et ça sera mieux. Ben, je ne sais plus ce que je voulais dire. Attends, on était où? C'est quoi la question? La chènevote, c'est un déchet de la production de filasse, hein, c'est juste, c'est pas ça. Donc quand on produit la filasse de chanvre, hein, qui peut servir soit dans la plomberie pour faire des raccords vissés, soit pour faire des matelas de chanvre isolants, qui s'utilisent aussi comme produit maintenant industriel en remplacement des laines ou des textiles. Ouais, c'est pas bien grave, je me rappelle. Sur Suisse allemande, vers Zurich, Lucerne-Zurich, il y a des équipes qui essayent de transformer justement leurs déchets de CBD, si c'est juste, ouais, en fibres pour nous, pour la construction. On a été approché de ça il y a un mois ou deux. J'aurais dit qu'ils revenaient, quoi, parce que on a des noix il y a 20-30 ans, on a déjà été en France, en Hollande, en Allemagne pour regarder les machines, et c'est des grosses machines qui sont, enfin en tout cas à l'époque, mais encore je pense maintenant, qui sont quand même à plusieurs millions, c'est assez compliqué. Donc on peut passer dans des fibreurs comme pour les jardins si on veut bien, mais il n'y aura jamais la qualité, de la séparation, etc. Enfin, tout ce qu'on cherche. Donc, si on veut vraiment une qualité industrielle, il nous faut investir pas mal. Mais il semblerait que l'argent du CBD va peut-être, contrairement à l'argent de l'autre, là, va peut-être amener quelque chose. Merci. J'ai une question au sujet des machines que vous employez. Est-ce que j'ai bien compris que vous développez vous-même les machines que vous employez sur vos chantiers? Oui. Vous faites ça comment? Vous faites ça avec une école? On n'a pas tout réinventé. Hein. La base, c'est des bases de guniteuses, hein, projection par voie sèche. Puis après, trouver l'air, tous les raccords pour que tout fonctionne. Et après, maintenant, justement, il y a le côté alimentation, que maintenant on veut aller dans une alimentation automatique, hein, par silo, big bag. Alors on veut rester plutôt justement avec des big bags pour rester plus modulable. Mais alors ces machines, vous les développez vous-même, pardon, vous développez ces machines et puis en fait, vous souhaiteriez les développer d'un point de vue, pouvoir les vendre à d'autres producteurs ou chantiers? Ouais, alors parallèlement à ça, on fait pas mal de recherches sur la Terre aussi. On a un programme Inno-Suisse d'1 million qui part au janvier et on a développé une machine pour mélanger tous les ingrédients. Terre, si on veut mettre du ciment, si on veut mettre de la chaux, si on veut mettre du ballast, si on veut mettre du chanvre, n'importe quoi. Qu'on a aussi développé. Et là, on a déjà... Non, mais je vous interromps. Vous avez développé, ça veut dire vous faites ça vous-même? Oui, nous-mêmes, dans notre tête. De votre tête. Et puis vous êtes avec une école d'ingénieurs ou quelque chose comme Non, ça? on a travaillé toujours tout seul. Ah non, pour la machine, toujours tout seul.
Après, donc là maintenant on a 2 machines de commandée, et ces machines de commandée pour la terre pourront peut-être certainement servir pour le chanvre. Mais voilà, l'école d'ingénieur, c'est simplement faire les essais sur les essais de matériaux. Mais alors en fait, vous allez avoir 2 activités. D'un côté, les chantiers, d'autre côté, la production de machines pour d'autres chantiers. Oui. Ah ouais, ben ça change tout en fait. Oui, après, c'était inexistant, hein, donc on a fait pour nous d'abord. Puis après, on a passé tellement de temps que maintenant on veut récolter un peu ce qu'on a développé, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop montré les machines aussi, quoi. Ça, on reste discret pour ça. Donc c'est pas trop altruiste, mais à un moment il faut aussi penser à soi. Donc voilà. Merci. J'avais une question. On parle beaucoup de rénovation. C'est peut-être plutôt pour vous, Monsieur Terrel. Pour des nouvelles choses, est-ce que le béton chanvre chaud ouvre la porte à des nouvelles formes que d'autres matériaux ne donneraient pas? Ça, à vous de le décider. Moi, je me suis occupé surtout de rénovation jusqu'à maintenant. C'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, et effectivement, c'est un matériau qui se prête très bien à la rénovation du bâti ancien, des murs en maçonnerie traditionnelle, puisque c'est vrai qu'on l'a peut-être pas encore assez dit, mais ça permet d'avoir un mur pas monolithique, mais presque en tout cas d'avoir une homogénéité dans le liant, puisque si on a un mur en maçonnerie traditionnelle, il est maçonné à la chaux, au plâtre, mais en généralement pas au ciment. Et puis ça permet d'avoir cette perspiration du mur, la perméabilité à la vapeur d'eau, donc d'avoir les remontées capillaires qui vont sortir du mur et d'enlever cette couche de ciment sur des vieux bâtiments, ça fait pas mal de bien. Et puis ça peut prolonger leur vie. Donc ça, c'est vraiment l'application en rénovation. Après, pour l'application dans du neuf, évidemment, tout est possible, puisqu'on peut l'utiliser dans des ossatures bois, avec des coffrages perdus, avec des coffrages qui seront démontés, faire des formes libres, faire du Sergison Bates comme sur les plans qui sont derrière. Voilà, tout est possible. Ça, nous, à l'origine aussi de l'entreprise, c'est vrai qu'on aime bien ce qui est rond, enfin arrondi comme ça. Et c'était toujours une des réflexions. On cherche toujours des techniques pour utiliser les techniques anciennes, mais de les appliquer plus modernes, on va dire. Et toujours dans l'optique qu'on peut de pouvoir aussi faire du courbe. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous, quoi. Bon, on va gentiment terminer les questions. Moi, j'en ai une quand même. Pourquoi on appelle ça du béton de chanvre? Ça, c'est historique. C'est une habitude comme ça, beaucoup en France. Maintenant, c'est un peu l'aspect quand on met quelque chose de meuble qui devient rigide par après, quoi. C'est un mélange de granulats et de liant, voilà, comme le béton. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de structurel. Mais le béton, on ne veut pas dire forcément que ce soit structurel. Hein. Le béton léger, c'est vaste, les bétons. J'aimerais rebondir sur la question de Louise Bérodier tout à l'heure. Et du béton de chanvre porteur, vous en avez déjà fabriqué? Ça a été souvent une réflexion. On a arrêté ça, ce but-là, parce que de vouloir tout dans la même matière, ça ne vaut pas la peine. Mieux vaut avoir quelque chose de très isolant avec une structure, une ossature, la minimale possible. C'est comme ça qu'on va vraiment gagner de l'énergie, de la matière. C'est, je trouve, maintenant ridicule de faire des bâtiments tout en béton juste pour pouvoir plaquer des plaques par-dessus. Alors, si on peut réduire toute la structure au minimum, la plus résistante possible, et avoir un remplissage le plus isolant possible, là ça devient super pour moi. Non, c'était pour revenir sur la question du coût. Je crois, comme disait, je crois que c'était Véronique Favre hier, que c'est des techniques aussi qui ont l'avantage de rediriger une partie de l'argent de la construction vers des artisans, des artisanes, des gens qui sont sur place, plutôt que d'acheter des matériaux fortement transformés qui viennent de loin.
Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans ce genre de technique. On m'a permis une dernière question. J'aimerais connaître votre métier d'origine. Je suis pilote d'avion. Employé de commerce. Ouais, donc, oui, moi j'ai toujours travaillé avec mon père pour payer mes licences. Après, je trouvais pas de boulot, puis je me suis investi dans l'entreprise. Puis quand je me suis investi dans l'entreprise, j'ai trouvé du boulot quand même comme pilote. Mais donc j'ai eu ça. Donc j'ai commencé depuis tout petit sur les chantiers, quand c'était encore autorisé d'être enfant et d'aller sur les chantiers. Et puis bon, après, justement, quand je me suis investi dans l'entreprise, j'ai fait une formation d'ingénieur civil. Voilà, ça permet aussi dans les autres domaines qui ne sont pas le chanvre de développer les activités. Voilà, je pense qu'on va terminer cette partie, cette deuxième conférence se termine maintenant. Je remercie Swiss Engineering de nous avoir fourni les sandwichs. Je remercie le phare de nous avoir accueillis. Et je vous invite demain pour la conférence sur le béton BFUP. Il y a encore un petit moment en fait pour discuter avec chacun, mais de façon informelle, devant les échantillons, et puis prendre peut-être aussi des flyers. Je vous remercie.